Je crois que le cinéma de Chabrol est très travaillé par Hitchcock et par Fritz Lang. Mais pas de façon générale comme ça. C'est plutôt dans des détails, dans des rapports entre des personnages. Comment traiter telle scène, comment faire passer telle chose, et tout de suite, il voit comment Hitchcock s'y est pris au Fritz Lang. Et à ce moment-là, ça l'aide. Et c'est là où on voit comment la critique est prolongée par le fait d'être cinéaste. C'est continuer le même travail. Autrement dit, en faisant ces films, il continue à analyser l'œuvre d'Hitchcock ou de Fritz Lang par les moyens du cinéma. Il y a une chose que je trouve absolument admirable chez Hitchcock, c'est dont j'essaie de faire mon profit, c'est la manière dont il donne de la chair à des silhouettes. C'est-à-dire que des tout petits trucs, des tout petits personnages, on a l'impression qu'ils existent. Alors ça donne une espèce de vérité dans un univers qui est assez fantasmagorique au départ, et par définition, ça donne une espèce de vérité. Alors ça me fascine beaucoup. Les intrigues d'Hitchcock sont des intrigues extrêmement faibles, c'est des gruyères, hein. Là, il y a des trous absolument gigantesques. Et il compense ça en rendant toutes les scènes, parce que les progressions se font toujours par des comparses. Ça se fait... C'est le concierge qui vous renseigne sur un numéro de téléphone ou des trucs comme ça. Donc, la force d'Hitchcock, c'est que le concierge, quand il le montre de telle manière qu'il existe, qu'il a une vie, qu'on pourrait presque s'intéresser à lui. Ça, c'est une force formidable. Alors, j'ai essayé un tout petit peu de faire ça dans La femme infidèle. Les personnages ont un peu plus d'existence. Brigitte, on a soif, mon petit. Qu'est-ce que vous voulez? De la bière, et toi? Moi aussi. Bien fraîche. Bien fraîche. Elle ne va pas tarder à te sauter dessus, j'ai l'impression. C'est fait. Ah, cochon. Et alors? Plus de bonne volonté que de dons réels. Tu sais, la plupart des femmes croient attacher de l'importance au sexe. Mais en réalité, elles s'en foutent. Lang, par exemple, il y a un plan du Maudit qui est très important pour moi et qui va vous faire rire. C'est Loman, là, le flic, a arrêté un des truands qui était en train de percer son trou dans ça, et il l'interroge. Il y a Loman, le truand, et le greffier qui est au fond. Alors la scène se déroule, et puis finalement Loman dit bon, ben partez, et le type, le truand sort, le met en tôle. Loman reste là, n'en sait rien, et le plan continue. Et il se passe rien. Il se passe quelque chose. Il se passe que l'huissier, au fond, est en train de tailler son crayon. Et le plan s'arrête au moment où il a fini de tailler son crayon. Et je trouve que c'est une leçon absolument de montage décalé, de tout, enfin, de vérité, là on touche quelque chose de très fort. Alors ça, je le pique volontiers, ce genre de choses. J'aime bien le montage qui ne soit pas mécanique du tout.
Alors on dit, oh là là, il n'en finit pas ce plan-là. Oui, mais t'en fais pas. C'est mieux. Il y a deux films qui me reviennent très souvent, c'est L'Aurore de Murnau et La règle du jeu. Bon. Et alors, Renoir, pour une raison très simple, c'est que faut tenir compte de la réalité, c'est que le seul cas dans l'histoire du cinéma où le même cinéaste ait fait des remakes d'un autre, c'est deux remakes d'un autre, c'est Lang par rapport à Renoir, qui a fait le remake de La Chienne et de La Bête humaine. Et les deux films, La Rue Rouge et Désirs humains, sont magnifiques, mais moins bien que les deux films de Renoir. Donc, je me suis dit, nom de Dieu, il faut réfléchir dans cette direction-là aussi, c'est-à-dire peut-être enlever un peu d'implacabilité qu'il y a chez Lang. Enfin, bon, voilà, c'est comme ça que les choses se fabriquent, je pense, quoi. Il y a pas de... C'est pas la comédie italienne qui m'enchante, parce qu'il y en a des mauvaises. Hein. Ce qui m'enchante, c'est certains fabricants de comédie italienne et surtout un certain nombre des films que ces gens-là ont fait qui sont absolument incomparables. Alors j'aime beaucoup Dino Risi. Et alors je l'aime d'autant plus que on a démarré à peu près en même temps. Et il avait fait un film qui s'appelait Le Fanfaron. Et à l'époque, on avait trouvé des rapports entre le Fanfaron et les cousins. Ce qui était un peu vrai, c'était dans le même esprit. Mais en France, on disait, oui, c'est pas mal le Fanfaron, mais c'est moins bien que les cousins. Et hélas, en revoyant les deux films, il n'y a pas photo, le Fanfaron, c'est bien mieux que les cousins. Alors, bon, voilà la vérité. Bon, elle est là. Et je veux dire, il fait partie de ces cinéastes Risi qui sont assez difficiles parce que on peut chercher à l'imiter, c'est assez difficile. Il a son ton à lui, sa manière de faire qui est c'est pas un styliste du tout, donc on peut pas, c'est pas par là qu'on peut l'attraper. C'est une tournure d'esprit, je pense. Que bien sûr, j'avais été formidablement frappé par Assurance sur la mort parce que je trouvais que c'était une conduite de récit à peu près parfaite. C'est même un des rares cas où je trouve que le récit du scénario est mieux construit et mieux conçu que celui du bouquin de James Cain. C'était qui recherchait autre chose que cette espèce d'unité de ton. Mais c'est un film qui m'avait vraiment vraiment fasciné. Et puis en même temps il y avait d'autres trucs qu'il avait fait que j'aimais pas. Enfin, les 5 secrets du désert ou des trucs comme ça. Je trouvais pas ça terrible. En plus, il n'était pas à ce moment-là, il n'était pas un cinéaste très habile. Et puis d'un seul coup, il a réussi à trouver le style qui convenait à ce qu'il voulait faire. Et à partir de ce moment-là, des trucs comme La Garçonnière, c'est complètement éblouissant. Sans parler de la vie privée de Sherlock Holmes, qui est peut-être encore plus éblouissant, enfin, parce que ça relie à la fois une réalité à un mythe. Enfin, voilà, c'est assez vertigineux comme vision des choses, avec une logique interne absolue qui débouche sur la folie totale. Oui, c'est très, très costaud. Ça l'avait beaucoup amusé, l'insuccès de Sherlock Holmes.
il appelait les critiques de cinéma qui n'aimaient pas le film Moriarty. Ce qui est une bonne idée. Je vous remercie. Mais je vous en prie, est-ce que vous me permettez de vous raconter une histoire? Oui, bien sûr. Bon, une histoire de Billy Wilder, justement. Alors voilà, c'est une histoire qu'il m'a racontée, hein, c'est pas une histoire à son sujet. Voilà, ça se passe en Autriche au moment de la grandeur de l'Empire austro-hongrois, en plein hiver, et il y a un jeune officier viennois qui est amoureux d'une comtesse, d'une jeune comtesse qui habite à une 60aine de kilomètres et que son père a fait enfermer parce qu'il ne veut pas que sa fille côtoie ce genre de militaire sans sou. Alors, une bonne nuit, comme il sait que la fille est enfermée, il prend son cheval et au milieu de la neige, il arrive jusque devant la maison, le château de la fille. La lumière de sa chambre au sommet du donjon est allumée et il lui fait des signes, la fille apparaît, il croit la voir comme ça, mais ils ne peuvent pas se parler. Et lui se retourne et commence dans la neige à pisser. Et il pisse, et hop, il ne peut plus rien. Alors, enfin, il fait signe à sa bien-aimée, il prend son cheval, il retourne à Vienne, il appelle son ordonnance, l'ordonnance arrive, et ils reviennent là-bas, il dit à l'ordonnance, pisse, tu vas finir de m'écrire en pissant Ich liebe dich. Et l'ordonnance dit non. Mais pourquoi non? Tu n'as pas envie de pisser? L'ordonnance dit si. Elle dit, mais alors pourquoi? Dit, parce que je ne sais pas écrire, dit le type. Et pourtant, car il faut ce qu'il faut, le lendemain matin, en se réveillant, la belle femme vit sur la neige, Ich liebe dich. Voilà une histoire complètement wilderienne.